Le 6 mars dernier, le mathématicien Vincent Pavant, représenté par son avocat Clarisse Sand, a déposé un recours devant le Conseil d'État pour qu'il examine si la situation actuelle peut légitimement être qualifiée de catastrophe sanitaire et donc justifier un état d'urgence sanitaire. Cette demande a fait l'objet d'une réponse affligeante du gouvernement, puis d'un rejet scandaleux de la part du Conseil d'État. Dans un état de droit, il existe normalement une séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, ne doit qu'exécuter les lois et les décisions de justice. Le pouvoir législatif, détenu par le Sénat et l'Assemblée nationale, écrit et vote la loi et a un pouvoir de censure et de contrôle sur le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, composé des juges et des magistrats, doit contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Précisons qu'en France, le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour juger des décisions des deux autres pouvoirs. Ce rôle est donné au tribunal administratif. Normalement, les pouvoirs législatifs et judiciaires sont des contre-pouvoirs qui empêchent le pouvoir exécutif de prendre le contrôle total du pays, c'est-à-dire de mettre en place une dictature. Depuis le début de la présidence, les Français ont pris l'habitude de voir le gouvernement écrire toutes les lois et le Parlement les voter sans discussion. Seul le Sénat réagit parfois à ces lois pour garder un semblant de débat. En effet, Emmanuel Macron a été très clair sur sa volonté d'avoir un pouvoir exécutif qui réforme le pays. Les députés de la majorité se sont bien entendu portés volontaires pour assumer ce rôle de donner de la légitimité aux décisions prises sans analyse ni débat. Ce n'est donc plus une instance où sont réfléchies, écrites et votées les lois, mais juste une chambre d'enregistrement. Ce rappel permet d'avoir une idée de ce qui est considéré comme normal en France. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le pouvoir exécutif s'est estimé non compétent pour être capable de prendre seul les décisions nécessaires à la gestion de la situation. C'était plutôt un signe de sagesse de se considérer non compétent. Bien évidemment, le gouvernement ne pouvait absolument pas se tourner vers le Parlement, qui n'a absolument jamais assumé ce rôle depuis le début du mandat, et qui était juste, comme à son habitude, dans l'attente des ordres du chef. Tout au plus, nous avons pu voir un certain nombre de nos députés rentrer dans une peur panique et réclamer la protection du chef. On en retiendra la leçon que lorsqu'on s'entoure de moutons de panurge pour avoir tous les pouvoirs, on est bien embêté quand le troupeau panique. Le pouvoir exécutif a donc réuni un ensemble de personnalités proches et qu'il considérait comme compétents pour analyser la situation. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires se sont alors rangés comme un seul homme derrière ce conseil scientifique. Ce dernier a ensuite proposé son analyse et ses conclusions amenant à la mise en place de l'état d'urgence sanitaire avec toutes les décisions que nous avons connues depuis un an maintenant. Ce conseil scientifique est composé de membres qui se connaissent et partagent des idées. Il s'est donc retrouvé seul aux manettes, sans aucun contre-pouvoir, pour juste vérifier ses conclusions, les discuter et analyser toutes les conséquences possibles des décisions prises. Les analyses et décisions prises en 2020 l'ont été avec très peu de données disponibles. Il est donc possible de considérer que les décisions ont pu être prises de manière honnête avec les connaissances de l'époque, même si c'est profondément discutable. Cependant, le 15 février 2021, le gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire de 6 mois. Nous avons aujourd'hui un an de recul et de très nombreuses données chiffrées pour savoir si nous vivons réellement une situation grave, mettant gravement en péril la santé de la population, comme c'est supposé être le cas conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Il s'agit donc d'une question juridique. Il s'agit de savoir quels sont les éléments qui peuvent justifier aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire. C'est sur ce point qu'une étude juridico-scientifique d'une 60aine de pages a été déposée au Conseil d'État, dont le rôle est de vérifier la validité de la loi. Devant l'abandon du gouvernement et du Parlement, le seul rempart face à une situation qui ne serait pas justifiée est le Conseil d'État. L'objectif de ce recours est donc que le Conseil d'État réalise une enquête en convoquant des témoins pour juger de la légitimité de la situation. Quel que soit votre point de vue sur la gravité de la situation, cette enquête est le seul moyen de mettre en lumière tout ce qui s'est passé depuis un an et les conséquences des décisions qui ont été prises. Le gouvernement a envoyé un courrier de réponse le 16 mars dernier. L'instruction a été clôturée le 22 mars et le Conseil d'État a indiqué à cette date qu'aucune audience ne se tiendrait eu égard aux nouvelles restrictions sanitaires, ce qui est malheureux pour une enquête. Le 24 mars 2021, le Conseil d'État a rendu son ordonnance refusant de mener une enquête pour juger de la validité ou non de l'état d'urgence sanitaire. Sa réponse est scandaleusement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, on va résumer les arguments donnés dans le document envoyé au Conseil d'État. Je rappelle juste qu'il fait une 50aine de pages et qu'à l'intérieur, il y a toutes les sources juridiques, médicales et toutes les données. On verra ensuite la réponse du gouvernement et les arguments qu'il y a dedans. Ensuite, je vous proposerai un petit jeu. On va essayer de deviner à quel argument répond le gouvernement. Parce que de mon point de vue, il n'y a absolument aucun rapport entre les réponses du gouvernement et les questions qui lui sont posées. Ensuite, on verra également la réponse du Conseil d'État. Ce dernier évite soigneusement de répondre à la question posée par divers moyens. On verra la manière dont il commence par noyer le poisson, puis se couvre de ridicule en utilisant comme argument ce qui est normalement l'objet de l'enquête.
Le document complet envoyé au Conseil d'État a été résumé en un document de 6 pages qui rappelle brièvement les faits et les arguments qui remettent en question le fondement de l'état d'urgence sanitaire. En premier lieu, le document rappelle que l'OMS estime que les infections des voies respiratoires aiguës représentent 3 millions de morts par an, dont 2,3 millions ont été attribués sans confirmation virologique à la Covid-19 en 2020. Et sans confirmation virologique, on ne peut pas savoir si une personne est vraiment décédée de la Covid-19 ou plutôt à cause d'un problème cardiaque, pulmonaire, de cancer ou d'un métabolisme très fragilisé. Un seul réseau a pour but de distinguer parmi les infections des voies respiratoires aiguës les vraies grippes et les vrais Covid-19, et toute notre connaissance repose sur lui, du CNR Pasteur à l'European CDC et jusqu'à l'OMS. Ce réseau s'appelle le réseau Sentinelle. Il surveille ces maladies depuis 25 ans et il s'est adapté dès mi-mars 2020 pour surveiller aussi la Covid-19. En France, on sait qu'on dénombre en moyenne chaque année 1 million de syndromes grippaux, cette fraction des infections des voies respiratoires aiguës qui ressemble très fortement à la grippe. À ce million se rajoutent tous les ans des épidémies, c'est-à-dire des maladies qui arrivent par vagues en plus de celles qu'on voit toute l'année. Et celles-ci provoquent 2 à 3 millions d'autres syndromes grippaux, dont la moitié sont des vraies grippes, qu'on appelle l'influenza virus. En résumé, tous les médecins scientifiques et donc tous les membres du conseil scientifique savent donc que tous les ans, les infections des voies respiratoires aiguës représentent 1 million de cas répartis sur l'année, plus 2 à 3 millions pendant les épidémies. Gérer une épidémie d'infection des voies respiratoires aiguës, ça n'est pas nouveau, c'est le cas tous les ans. Ces multiples infections des voies respiratoires aiguës n'ont pas disparu en 2020. Lorsque les hôpitaux publics ont tiré la sonnette d'alarme en début mars, ils étaient déjà au bord de la saturation du fait d'une épidémie habituelle de grippe saisonnière. Pour Sentinelle, 60% étaient alors de véritables grippes. Ensuite, avec la surveillance Covid-19, les tests à SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, ont été réalisés sur les personnes présentant une infection des voies respiratoires aiguës. Parmi ces personnes, 16% a présenté un test positif, donc sur 6 personnes avec une infection des voies respiratoires aiguës, une seule était porteuse du SARS-CoV-2. Depuis novembre 2020, Sentinelle a même révélé moins de 10% de vrais Covid-19, dont 1% seulement auraient été hospitalisés, soit moins de 1000 patients depuis novembre. L'incidence des infections des voies respiratoires aiguës en 2020, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées dans la population, est comparable à l'incidence d'une épidémie de grippe. 5811 pour 100 000 habitants contre 4700 en moyenne avec des pics à plus de 8000. Si on considère que 16% de ces infections des voies respiratoires aiguës auraient été de la Covid-19, cela représente 930 habitants sur 100 000. Alors que tous les ans, 50 à 60% est de l'influenza virus, soit 2300 sur 100 000 habitants environ. Le nombre absolu d'infections de la Covid-19 restera donc 2 à 3 fois plus faible que celui de la grippe des autres années. Donc le nombre de morts annoncés quotidiennement dans les médias n'est autre que la somme de tous les morts de toutes les infections respiratoires aiguës, mêlées sans discernement, et dont aujourd'hui la part des vrais Covid-19 est de moins de 10%. Mais le comité scientifique et le gouvernement ont ignoré sciemment ce fait. Aucun avis ne mentionne le réseau Sentinelle depuis 1 an. Ils se sont choisis d'autres critères pour définir et surveiller ce qui devait passer pour une catastrophe sanitaire. Tout d'abord, le document envoyé au Conseil d'État rappelle les indicateurs utilisés par le Conseil scientifique pour suivre l'épidémie. En premier lieu, le Conseil scientifique a utilisé la modélisation mathématique proposée par Ferguson. En deuxième lieu, le réseau Sentinelle a été activé dès le mois de mars. En troisième lieu, les tests ont été librement autorisés, les statistiques issues des PCR, fichier national SIDEP, ont supplanté tous les autres. En quatrième lieu, depuis septembre, la remontée des cas a lancé la surveillance de la saturation des services hospitaliers. Enfin, en cinquième lieu, les diagnostics cliniques ont permis de surveiller la morbidité, c'est-à-dire les malades, et la mortalité, c'est-à-dire les décès. Les services d'urgence, les associations de permanence de soins comme le réseau Sursaut, les réseaux de crowdsourcing comme l'autodiagnostic en ligne, les déclarations hospitalières comme le fichier national civique et les déclarations des EHPAD et des EMS ont permis de suivre la morbidité. La mortalité a été publiée par l'INSEE en 2021. Le document propose ensuite au Conseil d'État une analyse des différents indicateurs retenus par le Conseil scientifique. Concernant le premier indicateur, le modèle de Ferguson, on rappelle que le Conseil scientifique lui-même a refusé de fonder l'ensemble de sa stratégie sur le modèle Ferguson, le considérant à raison bien trop fragile. En effet, ce modèle repose sur 940 paramètres dont un bon nombre sont parfaitement arbitraires. Ce modèle prétend recréer une réalité virtuelle dans laquelle on simule le déplacement des gens, leur rencontre et la transmission du virus. Il faut savoir que même sans changer de paramètres, ce modèle est aléatoire et donne des résultats complètement différents à chaque fois qu'on le lance.
Habituellement, avec ce genre de modèle aléatoire, on en lance des milliers d'essais avec les mêmes paramètres pour regarder ce qui se passe en moyenne en espérant que ça converge. Ferguson n'a donné que le résultat d'un essai. En plus, par honnêteté, on est censé essayer le modèle en changeant les paramètres pour voir ce que ça donnerait. Si on voulait essayer juste une autre valeur pour chaque paramètre, en les changeant 2 à 2, le nombre d'essais à faire c'est un 1 suivi de 283 zéros derrière. C'est donc complètement invérifiable avant que le soleil ne s'éteigne. On note que ce modèle ne sera jamais rediscuté et il disparaîtra discrètement des critères de définition et de surveillance en faveur d'autres critères. En plus du modèle de Ferguson qui cherche à montrer le nombre de contaminations, le conseil scientifique s'est basé sur des estimations farfelues pour en déduire le nombre de morts parmi les contaminés. Initialement, on connaissait bien le nombre de morts, mais on sous-estimait encore le nombre de cas. C'est normal car seuls les cas graves étaient détectés. Donc la létalité apparente, c'est-à-dire le nombre de morts parmi les infectés, était beaucoup plus grande que la létalité réelle. En tout début d'épidémie, elle était estimée à 6%. C'est 30 fois la létalité observée aujourd'hui. 0,23%, dont 0,05% pour ceux qui ont en dessous de 70 ans. Donc l'hypothèse initiale de centaines de milliers de morts anticipées par le conseil scientifique sont maintenant estimées à 20 ou 30 000 maximum. Le second indicateur, le réseau Sentinelle, a été passé sous silence. Le conseil scientifique n'en fera jamais mention. Le Conseil d'État doit mener une enquête pour comprendre pourquoi le seul maillon indispensable pour sa position centrale dans les soins de premier recours a été oublié. On note par exemple qu'en mai et juin, la part de Covid-19 parmi les infections respiratoires aiguës est tombée à 0 pour le réseau Sentinelle. À ce moment-là, pendant les semaines 21 à 38, les données ont été supplantées par de l'autodiagnostic en ligne, remontant miraculeusement les chiffres à une incidence de 100 pour 100 000 habitants au lieu de 0. Tout le monde peut constater aujourd'hui, à partir des décès enregistrés à l'état civil, que l'épidémie était bien complètement terminée à partir du 1er mai, puisque la mortalité était redescendue en dessous de son niveau habituel quand il n'y a pas d'épidémie. Le troisième indicateur, le nombre de cas positifs parmi les tests RT-PCR, est inadapté. En premier lieu, avoir un test positif au SARS-CoV-2 ne signifie pas être malade de la Covid-19. Les symptômes ne se déclarent que chez 15% des testés positifs et moins de 1% d'entre eux connaissent une forme grave, dont encore 1% décédera vraiment. Un test ne donne qu'une probabilité d'infection. Détecter une personne malade ne peut se faire que par un examen clinique. Plus d'informations sur les tests dans cette vidéo. De plus, cette explosion du nombre de tests est complètement inédite. On n'a jamais testé autant de gens et pas du tout sur des coronavirus par le passé. On ne peut donc absolument pas savoir si ce type de virus n'est pas présent depuis toujours dans les mêmes proportions, se confondant chaque année avec les autres infections des voies respiratoires aiguës. C'est comme si on découvrait les UV et leur cancer et qu'on croyait que les UV n'existaient pas avant. Le quatrième indicateur, l'occupation des lits à l'hôpital, est inadapté. La population française vieillit. Entre 1998 et 2018, la France est passée de 9 millions à 13 millions de personnes de plus de 65 ans, avec le vieillissement des baby-boomers. Pendant ce même temps, le nombre de lits à l'hôpital a baissé de 100 000. Pour mémoire, les médecins urgentistes sont en grève quasi permanente depuis 10 ans. À chaque épidémie, les services hospitaliers sont complètement saturés, et cette situation est la norme. On peut se remémorer pour ça les images de la grippe de 2012. Des urgences parfois surchargées et des hospitalisations programmées qui doivent être reportées faute de lits. Une situation que dénonce l'Association des médecins urgentistes de France. Vous avez des patients qui attendent sur des brancards dans les couloirs d'être hospitalisés. Vous avez du personnel qui est dans une situation extrêmement difficile parce que les gens attendent en salle d'attente. Il n'y a pas de lit. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que comme chaque hiver, la grippe arrive. Et comme chaque hiver, là, on découvre qu'on a un dégât épouvantable. Si on préfère les images de la grippe de 2015... Plusieurs années, c'est-à-dire que vous avez des patients qui attendent sur des brancards dans les couloirs d'être hospitalisés. Vous avez du personnel qui est dans une situation extrêmement difficile parce que les gens attendent en salle d'attente. Je parle là, mais on peut parler aussi des gens qui attendent des médecins à domicile parce que vous avez un tel problème sur l'épidémie à l'heure actuelle que même dans les grandes villes, les médecins généralistes qui soi-disant font de la permanence de soins ne peuvent pas suffire à l'appel des malades. Et dans les services hospitaliers, quand on a des malades graves, comme les malades qui sont chroniques ou les personnes âgées notamment, qui sont malades ou qui ne l'étaient pas auparavant, il faut les garder, il faut les hospitaliser et il n'y a pas de lit. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que comme chaque hiver, la grippe arrive. Et comme chaque hiver, là, on découvre qu'on a un dégât épouvantable. Parce que là, il y a une étude qui va sortir, figurez-vous, dans quelques semaines, qui prouve que lorsque des malades qui sont réanimatoires, on ne les hospitalise pas en réanimation en temps et en heure, on aggrave leur mortalité, on diminue leur survie.
ou encore de la grippe de 2017. Aux urgences de Lille ce matin, 35% d'activité en plus à cause de la grippe. Cette femme vient d'arriver en urgence respiratoire. Les infirmiers doivent ruser pour lui trouver un lit dans le premier service disponible. 2 heures d'attente en moyenne, pourtant le plan hôpital en tension a été déclenché. 10 lits ont pu être débloqués, insuffisants, car les services de gériatrie et de réanimation sont déjà surchargés. Tous les jours, l'équipe se réunit en cellule de crise. Nous avons aujourd'hui utilisé toutes les possibilités qui étaient les nôtres. Demain, c'est la déprogrammation, c'est demander à des patients de ne plus venir à l'hôpital pour pouvoir accueillir les patients victimes de la grippe. En France, 142 hôpitaux sur 850 sont déclarés en tension. 80% des patients de plus de 75 ans doivent être hospitalisés, la moitié des plus de 65 ans. En fait, pour être précis, même quand la grippe est relativement faible, les hôpitaux saturent juste parce que notre population âgée augmente, comme en 2018. Le diagnostic est posé, elle est grippée. Difficultés respiratoires, étouffement, canne de toux, sifflement. Aux urgences de l'hôpital de Pertuis, le personnel souffle un peu aujourd'hui. Jusqu'à hier, il y avait des patients plein les couloirs. La situation était des patients sur chacun de ces brancards et d'autres encore dans les autres couloirs. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. La saturation des services hospitaliers n'est pas du tout un phénomène exceptionnel à 2020, c'est le cas tout le temps, et plus la population vieillit et plus on supprime des lits, et plus ça va empirer. Le 5e indicateur, la morbidité clinique, autrement dit le nombre de personnes qui ont été remontées comme ayant des symptômes associés à la mortalité, n'est que partiellement exploitable. Pour la morbidité, tout ce qui était diagnostiqué auparavant, grippe et syndrome grippaux, pneumopathie sur infection de BPCO, et même dans bien des cas des infections ORL bénignes et une bonne partie de la pathologie cardio-respiratoire et neurologique chez des patients âgés testés positifs, aura été diagnostiqué Covid-19. Or, tout ceci a été établi sans confirmation virologique, pour des raisons évidentes dues à l'impossibilité technique de comptabiliser précisément des millions de malades et de tests. Ainsi, on ne peut jamais savoir si on meurt avec le SARS-CoV-2 ou du SARS-CoV-2. On est alors tenu de se rabattre sur la mortalité. C'est un indicateur très fiable en vertu de la loi des grands nombres en statistique. C'est exactement ce que je fais dans toutes les vidéos de ma chaîne. En analysant la mortalité, je vous ai montré que la mortalité augmente régulièrement depuis 2010 du fait du vieillissement de la population. Ainsi, pour comparer la mortalité entre 2 années, il faut corriger de l'effet du vieillissement, autrement dit de la pyramide des âges. C'est ce que je fais dans toutes mes vidéos, par exemple dans celle-ci pour comparer toutes les années depuis 1962. On a vu que l'augmentation de la mortalité n'est pas régulière, mais a des creux et des bosses. Les bosses sont appelées des années moissons et ont lieu habituellement tous les 2 à 3 ans. On a montré que l'année 2020 est une année moisson qui rattrape le nombre de décès en moins de l'année 2019. On le voit dans cette vidéo. Enfin, on est complètement incapable de savoir si les périodes de décès qu'on observe en 2020 sont uniquement imputables à la maladie ou plutôt à un abandon de soins imposé par les décisions du conseil scientifique. On a montré les liens entre mortalité et décisions prises dans cette vidéo. En conclusion, à ce stade, on a un sérieux problème. On voit que toutes les décisions soi-disant scientifiques pour imposer un état d'urgence sanitaire ne tiennent pas la route. Et pire, que le réseau Sentinelle, qui est le seul fiable et compétent sur le sujet, a été sciemment ignoré depuis le début. Demander au Conseil d'État de faire une enquête nous permettra de comprendre comment et pourquoi des mauvais indicateurs ont été choisis plutôt que le suivi habituel. De plus, puisque l'on constate que la mortalité de 2020 n'est finalement pas catastrophique, est-il encore vraiment légitime de continuer l'état d'urgence sanitaire ? Et puisque l'on n'arrive pas scientifiquement à prouver que les décisions prises ont sauvé plus de vies qu'elles n'en ont détruites, quelle justification donner au fait de maintenir cette situation ? La première partie du document, on l'a vu, remet en cause les arguments justifiant l'état d'urgence sanitaire. En plus de ces questions vient le problème du droit. D'après le Conseil scientifique et le gouvernement, ce qui justifie l'état d'urgence sanitaire, c'est que nous vivons une catastrophe sanitaire. Seulement, cette catastrophe n'existe pas en droit français, ni même en droit international.
Il est donc nécessaire que le conseil scientifique définisse ce qu'est une catastrophe sanitaire, nous dise comment on la mesure et fournisse les éléments qui justifient son discours. Par exemple, si une maladie augmente de 1% le nombre de décès, est-ce déjà une catastrophe sanitaire ou bien faut-il qu'elle le multiplie par 10 ? Il faut aussi que le conseil scientifique justifie l'ampleur des mesures prises. Il faut en permanence évaluer le ratio bénéfice-risque des mesures. Par exemple, la distanciation sociale peut être considérée comme un risque faible même si cela n'est pas très efficace. A contrario, le couvre-feu, la fermeture des commerces, des associations, des rassemblements, l'interdiction de se déplacer, même pour voir sa famille, sont des risques forts pour la société qui nécessitent des justifications solides. Ajoutons à cela des choix de dépenses publiques très importants d'un point de vue médical, comme les tests de masse, le financement des vaccins ou les bonifications de soins Covid, ou d'un point de vue économique, comme le chômage partiel, les réductions d'impôts aux entreprises ou les aides d'État aux entreprises. Tout ça en continuant de diminuer le nombre de lits à l'hôpital et donc la qualité des soins. Ces choix semblent plutôt révéler une idéologie plutôt qu'une vraie justification scientifique. Le document rappelle aussi qu'il existe une différence entre les décisions, bien souvent mauvaises, prises dans l'urgence, et celles que l'on peut faire après une analyse calme et raisonnée de la situation. La prolongation de l'état d'urgence a lieu dans le deuxième cas. Il convient donc maintenant d'analyser calmement les décisions prises depuis 1 an, et si elles n'ont pas montré leur efficacité, d'en changer. Ce questionnement va être très difficile car il suppose qu'à la fois le conseil scientifique, mais également le gouvernement et le pouvoir législatif puissent admettre qu'ils se sont trompés. À chacun d'imaginer la probabilité que ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que si on ne pose jamais la question, on ne saura jamais. Pour finir, le document rappelle les intérêts financiers manifestes qui nuisent à la neutralité des décisions prises. Lorsqu'un décideur gagne de l'argent selon la décision qu'il prend, on doit considérer que son avis n'est pas neutre. Certaines personnes, des médecins et des scientifiques médiatisés reçoivent des sommes astronomiques de la part de laboratoires pharmaceutiques. Il n'est pas question de dire que ces personnes mentent pour recevoir de l'argent, mais il est manifeste que les idées de ces personnes arrangent énormément les laboratoires pharmaceutiques. Ces laboratoires les poussent sur cette voie en finançant leurs travaux et leurs interventions. En faisant cela, les laboratoires biaisent toute la réflexion car il devient évident qu'il faut aller dans leur sens pour obtenir des fonds. D'une manière beaucoup plus large, les médecins sont soumis en permanence à une pression de la part du Conseil national de l'ordre des médecins, mais également à de fortes incitations financières pour agir dans le sens ordonné par le gouvernement pour cette crise, avec des facturations supplémentaires pour tout ce qui concerne la Covid-19, que ce soit pour du test, des interventions en EHPAD ou des vaccinations le week-end par exemple. Toute cette pression a une influence non négligeable sur la manière de traiter les patients, comme le veut le gouvernement, et pas comme chaque patient doit être traité de la meilleure manière pour sa santé. Le document complet de 50 pages avec le détail de tous les arguments qu'on vient de voir et même plus a été transmis au Conseil d'État, qu'il a lui-même transmis au gouvernement. Le gouvernement a répondu le 16 mars et on va voir maintenant ce qu'il y a dans la réponse du gouvernement et vous allez pouvoir constater que c'est tout simplement édifiant. Pour mémoire, le document envoyé au Conseil d'État demande de justifier l'état d'urgence au regard de considérations simples. Les indicateurs utilisés depuis le début de l'épidémie se sont révélés être de très mauvais indicateurs. Pourquoi le Conseil scientifique continue à y faire référence ? Le réseau Sentinelle a été placé sous silence depuis le début. Pourquoi le Conseil scientifique refuse de le prendre en considération ? Sachant que la mortalité 2020 s'explique finalement complètement par le vieillissement de la population et l'effet moisson, comment justifier le terme de catastrophe épidémique ? D'ailleurs, quelle définition objective permet de dire que nous vivons une catastrophe épidémique ? Pour maintenir les restrictions actuelles, comment le Conseil scientifique montre-t-il leur efficacité plutôt que leur nuisance ? Et enfin, quelle légitimité donner à des décisions lorsque l'on sait qu'il existe des intérêts financiers ? Je vous présente maintenant les réponses du gouvernement qui sont en 3 parties et le petit jeu c'est d'essayer de deviner à quel argument est censé répondre chaque partie. Partie 1, la mise en place d'un couvre-feu au niveau national et d'un confinement dans certaines parties du territoire répond à une situation sanitaire grave. Dans cette partie, le gouvernement se contente de dire que nous vivons une situation extrêmement grave parce que c'est l'OMS qui le dit. Cet argument s'appelle un parapluie. Dans la vie, il faut toujours se cacher derrière quelqu'un d'inatteignable. Ensuite, le gouvernement rappelle l'évolution de tous les indicateurs que, justement, le document envoyé dénonce. On y retrouve le nombre de cas, le taux d'incidence ou même le nombre d'entrées à l'hôpital. À ce stade, on se demande si le gouvernement a seulement lu l'argumentaire ou s'ils se sont contentés de faire un copier-coller d'une réponse standard. Partie 2, les mesures contestées sont adaptées afin de limiter la propagation du virus. Dans cette partie, le gouvernement nous annonce qu'il a la preuve que les mesures servent à limiter la propagation du virus. Il dit savoir que les virus se transmettent d'une personne à l'autre et donc il faut empêcher les gens de se rencontrer pour limiter la propagation d'une épidémie. Comme nous l'avons vu en détail dans ma dernière vidéo, cette supposition intuitive n'est pas du tout confirmée par l'analyse des chiffres. Le graphique montré ensuite par le gouvernement se veut être une preuve que les mesures sont efficaces. Il est écrit que la propagation a moins augmenté sur les territoires dont le confinement a eu lieu avant la propagation, courbe verte, que sur les territoires où le confinement a lieu après la propagation, courbe bleue et rouge.
Mais toujours dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que dans le cas d'une épidémie, tous les territoires ne sont pas touchés en même temps. Et les premiers territoires touchés par une épidémie sont aussi ceux qui auront le plus de cas. C'est exactement ce qu'on voit sur le graphique, et au passage, le gouvernement confirme qu'il sait très bien que le confinement a eu lieu après la propagation épidémique pour la quasi-totalité du territoire. Autrement dit, que ça n'a pas empêché les gens d'être infectés, mais juste de se faire soigner correctement. Partie 3, la mesure est proportionnée au risque encouru. Dans cette partie, le gouvernement défend le fait qu'il soit efficace d'instaurer un couvre-feu. Le gouvernement annonce qu'il est efficace de limiter les interactions humaines. Il fait donc exactement les mêmes suppositions que dans la partie précédente. En outre, le gouvernement précise que de nombreuses dérogations existent. En effet, nous avons toujours la possibilité d'aller travailler, consulter un médecin, ce qui est un progrès indéniable par rapport au mois de mars, se rendre à une convocation judiciaire, c'est une sortie comme une autre finalement, et promener son animal de compagnie. Alors merci pour eux, il ne reste plus qu'à obtenir ce droit aussi pour nous. On est donc censé se satisfaire de toutes ces libertés qui nous sont accordées, les petits désagréments restants sont pour notre bien. Concernant l'efficacité du confinement, le gouvernement remet une couche sur les indicateurs dont le document transmis leur a apporté la preuve qu'ils étaient inadaptés, et notamment le R0. Encore une fois, le gouvernement pense voir un lien entre le couvre-feu et la baisse de l'épidémie, alors qu'il est criard que ces mesures ont justement été prises au moment où la hausse était terminée. À l'opposé, il n'existe pas un mot sur les risques physiques ou psychiques pour les individus, ni sur les risques sociaux ou économiques pour notre pays à la suite des mesures. De ce côté-là, c'est le vide. Pour voir quelle partie répond à quel argument, je vous remets les questions posées. On avait la critique des indicateurs, le fait qu'on n'a pas utilisé le réseau Sentinelle, que la mortalité de 2020 s'explique finalement totalement, que personne n'a défini ce qu'était une catastrophe épidémique, que les restrictions actuelles, personne ne peut prouver qu'elles sont efficaces, et enfin que les décisions prises le sont alors qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Voici donc les réponses du gouvernement. Grand A, lorsque l'on regarde les indicateurs utilisés depuis le début de l'épidémie, on se dit que la situation est grave. Bon. Grand B, on veut empêcher les gens de se voir parce qu'on pense depuis le début que ça marche. Parfait. Grand C, le couvre-feu c'est bien parce qu'on empêche les gens de se voir mais ils peuvent toujours aller au boulot, en prison, à l'hôpital ou promener leurs chiens. Je vous propose donc maintenant un grand jeu, à quelle question répond le gouvernement. Je vous invite à relier la question à la réponse en commentaire. N'est-on pas dans ce que l'on appelle un hors-sujet? Et comme disait Coluche, technocrate c'est le mec que quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que t'as posée. Dans son ordonnance du 24 mars 2021, le Conseil d'État a refusé la demande qui lui était faite de mener une enquête pour juger sous quels arguments scientifiques l'état d'urgence sanitaire peut être légalement prolongé. La première entourloupe du Conseil d'État est de faire une unique réponse en joignant plusieurs recours. De cette manière, il ne répond correctement à personne et envoie tout le monde bouler en même temps. Pour le cas qui nous intéresse, le Conseil d'État ne répond pas à la question sur la situation d'état d'urgence sanitaire. En effet, l'argument principal du Conseil d'État est que le Conseil scientifique ne donne qu'un avis. Le gouvernement est donc indépendant de ses avis et le Conseil scientifique ne peut donc être tenu responsable de la situation. Ainsi, le Conseil d'État nous informe que tous les décrets mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne sont pas de la responsabilité du Conseil scientifique. Dans les faits, 100% des avis du Conseil scientifique ont été suivis par le Conseil d'État. Pour précision, sur tous les avis du Conseil scientifique depuis un an, seuls 3 n'ont pas été suivis par le gouvernement. Il est assez étrange de considérer quelqu'un comme non responsable si tout le monde fait selon ses ordres. Dans le deuxième paragraphe, le Conseil d'État considère que les décisions du Conseil scientifique n'ont pas d'impact sur la vie des gens. C'est assez hallucinant. Lorsque l'on constate que toutes les ordonnances démarrent par un avis du Conseil scientifique, ne peut-on pas en déduire qu'il y a un lien? Est-ce qu'en tant que citoyen, vous n'avez pas remarqué un lien entre les conclusions du Conseil scientifique et une modification de votre vie depuis un an? De plus, si le Conseil scientifique n'est pas responsable, cela signifie que le gouvernement est responsable de la loi. Du coup, ça tombe bien, on demande justement au Conseil d'État si l'état d'urgence sanitaire est légalement justifiable. En essayant de faire taire le recours, le Conseil d'État nous confirme qu'il est bien la bonne entité pour se poser cette question. En plus d'être complètement hallucinant, ces arguments répondent à côté de la question posée. La requête ne vise pas à savoir si le Conseil scientifique est responsable, mais à savoir sur quelle base ces conclusions sont prises pour imposer l'état d'urgence sanitaire. Sur la suite, le Conseil d'État fait des copier-coller de décrets qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, comme par exemple le décret expliquant qu'on peut promener son chien et dans quelles conditions. Enfin, le pire du pire est atteint lorsque le Conseil d'État utilise les arguments du Conseil scientifique pour défendre l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil d'État juge donc la situation normale eu égard au nombre de cas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Conseil d'État
a reçu un document de 50 pages démontrant mathématiquement que la situation est mal jugée lorsque l'on utilise ce taux d'incidence et qu'il refuse de faire une enquête en se justifiant sur la base de ce même taux d'incidence. C'est comme si vous trouviez un violeur d'enfants multirécidiviste dont le seul argument depuis le début c'est « c'est pas moi, j'avais piscine », que vous produisez un document à charge de 50 pages et que le juge vous répond « je fais pas d'enquête, c'est pas lui, il avait piscine ». On va maintenant refaire l'exercice de réponse. Pour mémoire, revoici les questions posées. On avait des questions sur les indicateurs, le réseau Sentinelle, la mortalité, sur la définition objective de la catastrophe épidémique, sur l'efficacité des restrictions et enfin sur les intérêts financiers en jeu. Voici la réponse du Conseil d'État. Le Conseil scientifique n'est pas responsable des décisions ni des conséquences. Parfait. On vous rappelle que vous pouvez promener votre chien. Ça a l'air vraiment important pour les autorités pour qu'ils nous le remettent à chaque fois. C'est très intéressant à noter quand on sait qu'ils s'apprêtent à enfermer nos enfants de nouveau. Et enfin, lorsque l'on regarde les indicateurs utilisés depuis le début de l'épidémie, on se dit que la situation est grave. Encore une fois. Il faut peut-être rappeler à ce stade que le président du Conseil d'État n'est autre que le Premier ministre, et que ses membres sont des hauts fonctionnaires travaillant depuis des décennies avec le pouvoir. Il n'est donc pas très surprenant de voir cette pirouette permettant de protéger tout le monde. En revanche, on ne peut qu'être atterré par l'argumentaire. Comment peut-on produire quelque chose d'aussi mauvais pour justifier cette décision ? Le plus révoltant en tant que citoyen reste quand même de justifier l'annulation de l'enquête grâce à des arguments qui sont mis à mal par le dossier. Je ne suis pas juriste, mais en mathématiques, quand on passe un oral, une colle, et qu'on doit démontrer quelque chose, si on se sert du résultat pour montrer qu'il est vrai, on se fait virer. Le Conseil d'État vient de rater sa colle, il va falloir en tirer des conclusions. J'ai l'impression qu'on devient tous fous avec cette histoire de virus qui bute surtout des grabataires qui étaient déjà en train de mourir d'autre chose. Du coup, nous, pour pas le choper, on se met un bout de papier sur le nez qui nous protège de tout. Bon, à part des virus, il paraît qu'il faut se méfier, ce machin-là est asymptomatique. Il se balade sans qu'on puisse le voir, un peu comme la Vierge. On s'en fout d'enfiler le masque si ça peut épargner des vieux. Mais tu vois pas que ces putains de vieux, ils sont tous en train de s'étouffer dedans, à force de toujours vouloir éviter les risques. Bientôt, il faudra une dérogation pour ouvrir un paquet de chips. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Prenez nos 5 balles d'APL pour vous offrir des cocktails, mais quand vous niquez l'économie, faites-nous croire que vous sauvez des vies. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Trafiquez les résultats de la Nivoquine si vous voulez, mais putain, juste au moins une fois, faites-le bien sans vous faire choper.